Ok, bon bah écoute, on enchaîne sur Senseiya. Et toi, volontiers. Parce que je pense qu'en plus tu dois avoir quand même pas mal de choses à dire vu qu'il y a deux extensions à couvrir. J'ai j'ai un petit peu de matériel de prévu. Voilà. Donc bah écoute, je te laisse la parole bah, n'hésitez pas sur le chat dès que vous avez des questions parce que je sais que a priori pour certains d'entre vous en tout cas, c'était le sujet un peu brûlant. Alors, bah, je vais commencer logiquement par Poséidon. Alors, bon, j'avais déjà dit un peu pour rigoler, mais non, je n'ai toujours pas la date de sortie. Yoka n'a pas. C'est simplement entre les mains des ayants droit, donc la Toei, qui doit valider tout ce qu'on a fait. Donc, déjà, sous réserve que tout soit validé. On n'est pas à l'abri qu'ils nous retoquent une carte ou n'importe quoi, ou n'importe quel élément du jeu, parce que ça respecte pas assez l'univers à leurs yeux ou pour une quelconque raison. Voilà. Voilà, on est pour l'instant dans l'attente. Cette attente n'est pas de deadline, si ce n'est que Yoka, comme vous, comme moi, est pressé de pouvoir sortir le jeu, donc vous pouvez bien penser qu'ils font le maximum pour le sortir le plus vite possible. Mais voilà, on ne sait pas plus. Donc de toute façon, si jamais certains d'entre vous, comme je l'ai vu dans la semaine, espéraient l'avoir avant Noël, non. Voilà, si un site vous prend des précommandes ou n'importe quoi pour l'avoir avant Noël, ou même à une date précise, ils n'en savent rien. Voilà, Ok, désolé. ça c'est clair au moins. Euh, voilà, c'est clair. Pendant que je suis sur les sorties, donc bah, pour Hades, pareil, il y a pas de deadline, hein, ça viendra après. De toute façon, le Hades n'est pas encore fini, mais j'en reparlerai plus tard. On a également les protège cartes Senseiya annoncées par Yoka, Oui. qui devraient également sortir à peu près en même temps que l'extension. Enfin, sans doute en même temps que l'extension, parce que là aussi, enfin, ils attendent la validation des endroits, donc il y a de grandes chances qu'ils valident tout d'un coup, Poséidon et protège cartes. Et pour ce qui est des questions des goodies, puisque je crois que certains ont déjà aperçu à un endroit ou un autre, il devrait y en avoir, enfin, il devrait y en avoir au moins un qui serait disponible en même temps que Poséidon, et puis après un suivant, peut-être en même temps que Poséidon, peut-être plus tard, on ne sait pas. Là aussi, ça dépend pas uniquement de Yoka. Et il me semble hein, que Yoka avait déjà annoncé sur les salons qu'ils essaieraient de rendre les goodies plus facilement accessibles. Mm. Pour le premier, il y avait eu une exclusivité Micromania pendant une durée, ou sur les salons. Voilà, il y a de bonnes chances quand même que les prochains goodies soient disponibles directement dans vos boutiques où vous irez récupérer vos extensions. Voilà. Donc voilà pour le calendrier, on ne peut plus flou, mais voilà, Bah en même ça temps remet de pression, ça c'est pas dépend pas plus. de toi, on l'a bien compris donc. Sinon, bah, Poséidon, alors je vais reparler un peu de tout ce que je comprends, Bien même sûr. si je pense que vous êtes quelques-uns à nous regarder qui savaient déjà ce que je comprends, mais pour être sûr d'être exhaustif et puis pour que tout le monde puisse rattraper les wagons. Donc, évidemment, le jeu permettra de faire évoluer encore vos héros. Enfin, encore, on aura à nouveau la possibilité de les évoluer en V2, c'est-à-dire un Oui. héros de rang argent pour quand vous jouez au jeu, plus la possibilité d'avoir leur version dorée temporaire, Mhm. là, qui n'ont pas vraiment de nom officiel, mais que nous, dans le jeu, on va appeler transcender si c'est validé. On aura également tout le casting de Poséidon, c'est-à-dire tous les marinas, les généraux marinas, mais on aura aussi Tétis, on aura aussi des gardes marinas comme il y a eu des gardes d'Asgard Ouais. Mm. dans Asgard. On aura évidemment les 7 piliers, donc il y aura une mécanique autour des 7 piliers où en fait quand on bat un général marina, le pilier qu'il protège devient accessible et devient accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourra ensuite essayer de détruire ce pilier. Donc détruire un pilier, ça se joue comme aller affronter un personnage sur le terrain, c'est-à-dire que je joue des cartes et il faut que j'atteigne un certain niveau de force pour le détruire. Aucun rapport Mais avec chaque pilier sera différent. aucun Voilà, ce rapport sera avec pas les juste. armes les armes de la balance du Il coup. y aura les armes de balance également, ouais. En Ah, fait, celui qui bat le général Marina, en plus d'acquérir le général Marina, ce qui est habituel, il gagnera une arme de la balance. ok, Le général Marina est battu, je prends une arme de la balance. Cette arme de la balance donnera un bonus pour aller détruire un pilier. ça marche. Voilà. Les autres pourront aussi essayer de détruire le pilier, mais ils n'auront pas le bonus d'arme de balance, donc ça sera plus difficile. Et chaque pilier sera différent.
Alors, histoire de donner un peu plus d'intérêt aux choses, c'est pas juste 7 blocs de ciment. Chacun aura une faiblesse contre un héros en particulier ou contre un type de personnage. Et quand vous détruirez un pilier, donc ce sera sous forme de mini-cartes, Mhm. ouais, des demi-cartes. Quand vous le détruirez, vous le retournerez, vous le garderez près de vous. Vous n'y toucherez plus qu'à la fin de la partie. Ce sont des points bonus en fin de partie. En fait, ces points bonus seront également différents pour chaque pilier. En fait, c'est comme si on vous fournissait un objectif bonus. Par exemple, on peut avoir Oui. un pilier qui va dire vous marquez un point de plus pour chaque armure or que vous possédez. Donc là, d'un coup, bah, tu vas te retrouver à cibler plus spécifiquement les armures d'or. Parce que d'un Mm. coup, elles valent 5 points et non plus. euh, je sais plus. Enfin, il y a les robes, il y a les armures, il y aura les écailles, Mm. évidemment. Donc les armures des Romarina. Qu'est-ce qu'on aura? On aura des nouvelles reliques. On aura un nouveau type de carte qui était teasé depuis le début du jeu, il me semble, qui sont alors, des sortes d'événements, mais qui dans le jeu s'appelleront des épopées. D'accord. En fait, les épopées, on aura un deck, une pioche de cartes épopées, et dès le début de la partie, on retourne la première, et donc c'est un événement ou une règle qui change. Donc cette carte est active. Mhm. Donc je peux vous donner un exemple. Il va y avoir Force de l'amitié qui vous permet, quand vous jouez, à chaque tour de jeu, à son tour de jeu, un joueur peut demander à un autre joueur, non, il peut appeler, pardon. Enfin, je sais plus exactement comment c'est formulé parce que ça a changé plusieurs fois, mais et que j'ai pas, et que j'ai plus la carte sous les yeux là. Mais en gros, tu peux dire, est-ce qu'il y a un yoga qui peut m'aider? Et si un joueur a un yoga en main, il doit le jouer pendant mon tour. Ok. Voilà. Et Mm. du coup, ça veut dire que je vais forcer un autre joueur à m'aider à affronter une carte. Mm. Et une fois que le combat est terminé, bah, sa carte à lui, elle retourne dans sa défausse, donc ça lui a fait perdre une carte. Et je l'acquiers comme si, enfin, il m'a aidé, quoi. Voilà. Et donc ces cartes épopées vont rester en jeu euh, pendant une certaine durée, et la durée dépendra. Alors la durée se compte en flammes. C'est-à-dire qu'il y aura un épopée qui peut rester 3 flammes, 4 flammes, 2 flammes. Mais selon le mode de jeu, ça peut être en autre chose. Par exemple, ces cartes épopées, la plupart sont compatibles avec le mode solo d'Asgard. Donc dans ce cas-là, on les compte en tour de jeu. Ok. La durée d'un épopée. Si on joue en mode coop, puisque Poséidon intégrera le mode coop, Enfin. mode coop, ce qui fait la cadence de la partie, c'est le niveau de l'eau qui monte. Donc dans ce cas-là, les épopées durent un certain nombre de niveaux d'eau qui montent. Mm. Voilà. Et donc, quand une carte se termine, on prend la suivante et il se passe autre chose. Voilà, ça va, je pense, pas mal chambouler vos parties pour ceux qui ont certaines habitudes bien établies. Est-ce que Euh, on est obligé de les intégrer ou pas, ces cartes épopées? Pas du tout. C'est comme les plateaux techniques d'Asgard. Vous pouvez faire avec, vous pouvez faire sans. Les épopées, c'est pareil. Ok. Non, Et ça vous c'est pourrez génial en faire le fait. mode coop sans les épopées. Vous pouvez faire le Mm. mode coop avec les épopées. Vous pouvez faire les modes coop avec ou sans les plateaux techniques d'Asgard et les personnages d'Asgard. Voilà, tout est compatible ensemble Mhm. et tout est fait pour de toute façon. Mais vous pouvez écarter. Vous avez un bloc carte épopée, un bloc plateau technique et carte d'Asgard, un Ouais. bloc Poséidon. Alors, le bloc plateau technique et carte d'Asgard, rien ne vous oblige vraiment à les mettre ensemble. Mais on considère que pour l'équilibre du jeu, si vous mettez les cartes Asgard, il faut mettre les plateaux techniques. D'accord. Parce que les cartes Asgard, c'est surtout des guerriers divins avec des coûts très élevés. Mm. Tu peux rapidement tuer, parce qu'il n'y a que des cartes fortes sur le terrain. Et si t'as pas ton plateau technique, alors que le plateau technique apporte quand même un bonus de force ou de possibilité Tout à fait. qui fait que bah, ça s'équilibre en fait. On est Mm. moins souvent bloqué, beaucoup, enfin presque jamais bloqué quoi avec Oui, les oui, plateaux oui. techniques. Ah non, mais il y a toujours un truc à faire au final. Ne serait-ce que, enfin voilà, t'as la technique qui coûte pas de Cosmo Énergie. Enfin bref, ça ajoute beaucoup plus de flexibilité, de souplesse dans des parties, c'est indéniable. Ça, même si c'est vrai que ça arrive qu'on fasse des tours blancs dans des parties, je trouve, enfin c'est vraiment mon feeling, déjà rien qu'avec Asgard, on en a déjà beaucoup moins grâce au plateau, Oui. et malgré le fait qu'il y ait pourtant plein de cartes chères, hein, voilà, avec des coûts élevés. Mais parce que le plateau technique te permet, bah, peut-être même si tu peux rien faire, bah, je vais quand même faire sortir un guerrier divin avec mon illusion du phénix pour vous déclencher un effet de Mhm. sortie qui va bien vous pourrir. Bah, je vais évoluer mon héros avec mon pouvoir de mon armure, et avec mon plateau technique, bah, je peux le faire alors que normalement j'aurais pas pu parce que j'ai qu'un héros en main. Voilà, il y a toujours au moins un petit truc à faire pour rentabiliser son tour. Mm. Et donc, bah,
trouve, de toute façon, le plateau technique, je trouve que c'est un apport essentiel à partir du moment où on maîtrise le jeu de base. Mhm. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, jouer à Senseiya, c'est jouer avec le plateau technique. Et bah, tant qu'à faire, je suis assez fan du principe de medley, de tout mélanger. C'est-à-dire quand tu joues, enfin quand vous jouerez en mode classique, mode compétitif avec et Asgard et Poséidon, partie vous allez forcément vous retrouver avec tiens, j'ai détruit 2 piliers, il me reste une arme de la balance, j'ai un général marina en main et 2 guerriers divins et un chevalier d'or et un héros en armure V2 argent. Et c'est vachement kiffant, quoi. Mm. C'est un peu un. Enfin, c'est du fan service, mais c'est pas que ça, heureusement. Mais c'est quand même un gros kiff de fan. De se dire, tiens, je vais aller me battre avec Aiolia et Siegfried en même temps contre Yo. C'est Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que il y a une nouvelle condition de victoire, de fin de partie, pardon, dans Poséidon ou pas? Ou c'est toujours le terme, Alors, au terme des 12 flammes? sur le compétitif, on est toujours sur les 12 flammes. Ouais, Parce qu'on mélange tout, en fait. On a la statue d'Odin, les 12 flammes et les 7 piliers. ouais. Mais certaines cartes épopées peuvent changer les conditions de victoire. Tu as des cartes épopées qui peuvent t'éliminer complètement du décompte final si tu n'as pas rempli les conditions. D'accord. Tu auras beau avoir 25 chevaliers d'or dans ton deck, si t'as pas fait ce que la carte épopée t'a demandé, t'es éliminé et les autres. Ou alors t'en as une qui peut aussi faire perdre tout le monde, qui va, qui va forcer un brin de coop dans le mode compétitif, parce que ben les gars, si vous faites pas le nécessaire, vous allez tous perdre. Donc faites l'effort et puis vous remettrez des bâtons dans les roues après quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, je suis en train de regarder un petit peu les questions vite fait sur le chat. Alors au final, en parlant, en discutant, on en a répondu à plusieurs, donc ça tombe bien. Mais il me semble en avoir vu une. Quelqu'un qui demande est-ce que tu peux dire quelles sont les reliques qui vont être incluses. Ok. J'imagine le Lion d'Athéna peut-être ou Voilà, exactement. Alors, je peux même vous donner les effets, mais bon, c'est sous réserve qu'ils soient validés en l'état. On aura Lion d'Athéna. Lion d'Athéna qui permet de sceller une carte d'un joueur. Hmm, De mémoire, ça va être dans sa défausse. Donc, je joue mon Lion, je la mets en jeu. Je récupère une carte de la défausse du joueur que je veux. Je la mets sous l'urne. Tant qu'elle est sous l'urne, elle n'est plus en jeu, donc elle est pas blessée, marquée, donc elle est insoignable. Donc, elle retourne pas dans le deck de son propriétaire. Et alors oui, pardon, quand je joue l'urne, je la mets chez le joueur que je veux. Donc, par exemple, si tu veux, je la joue chez toi. Je mets une carte de ta défausse dessous. Et pour la récupérer, il va falloir que tu payes avec du cosmos. Comme un peu comme alors c'est pas tout à fait pareil, il y a une petite subtilité, mais comme l'anneau avec la force pour l'anneau des Nibelungen, hmm. l'urne, ce sera un peu le même principe avec du cosmos. Et à ce moment-là, tu récupéreras toi-même l'urne. Il y a toujours cet effet des reliques qu'elle tourne pour pas que ce soit toujours le même qui se déchaîne sur les autres. Tu récupéreras l'urne et tu récupéreras ta carte. Ok, Si la partie se termine avant que tu aies récupéré l'urne, bah tu n'as pas ta carte en dessous ne fait plus de points. ok. Tu as intérêt à la débloquer avant la fin de la partie. Hmm. Et on aura le Trident de Poséidon, Oui, logique. un effet qui est un effet qui rappellera pas mal de choses aux joueurs de Magic. En fait, à chaque tour, tu peux mettre un marqueur dessus. Tu peux cumuler des marqueurs. Tu peux en cumuler jusqu'à 3. Et alors c'est des marqueurs moins 1 PV. Il y aura des marqueurs moins 1 PV dans Poséidon qui seront intégrés, qui servent aussi pour les différentes cartes épopées qui filent les objectifs, qui peuvent te faire gagner ou perdre des points. Donc on utilise ces marqueurs plus 1, moins 1 PV. Et en fait, le trident, à chaque tour, tu peux mettre un jeton moins 1 PV. Si tu les dépenses pas, à la fin de la partie, bah, tu as moins 1 fois le nombre de jetons que tu as laissé dessus. Donc il faut débrouiller ensuite pour les consommer. C'est pas tout à fait sans risque. Et donc à ton tour, tu peux dépenser ces jetons, ces moins 1 pour aller pour baisser le coût un général marina. Donc en gros, Ok, il faut imaginer le trident de Poséidon qui a un pouvoir d'asservissement sur les généraux marina. Voilà. Donc grâce à lui, tu auras plus facilement les autres généraux. Mais il a un effet aussi un peu corruption parce que si tu ne dépenses pas ces moins 1, tu te les prends à la fin. Voilà. Et pendant qu'on est sur les reliques, je vais parler du pouvoir de Poséidon que j'aime beaucoup. Bon, pareil, toujours à voir si ça passera parce que, par exemple, pour l'anecdote, pardon, le grand pop, dans la première version qu'on a soumise en droit, on pouvait l'acquérir. Il n'y avait pas cet effet j'arrive, je repars. Il avait un effet, tu pouvais le battre, il coûtait 10 de force, donc c'était le plus. Il n'y a pas de carte qui coûte 10 de force. hmm, Euh, il n'avait pas de force, pas de cosmos, il ne se battait jamais pour toi. Par contre, il te faisait beaucoup de points.
les ayants droit n'ont pas accepté que le pop puisse rejoindre les rangs d'Athéna. Ce que Mhm. je comprends tout à fait, hein. D'ailleurs, finalement, je préfère parce que ça nous a amené à trouver un nouvel effet que je trouve beaucoup plus intéressant. Oui. Voilà, Enfin, donc, voilà, donc Mm. pour Poséidon, on retente le coup, on aimerait bien qu'on puisse l'acquérir. Même si lui aussi, il n'a pas des stats de ouf quand il est dans dans tes rangs. Par contre, quand il est vaincu, il te permet de récupérer toutes les reliques qui sont en jeu et toutes de tête, parce que pareil, je me mélange un peu entre tous les effets, mais et toutes les cartes diamants dans les défausses. Donc les cartes diamants, ça va être principalement les Athéna. Pop, il n'y a pas de raison que ce soit dans une défausse normalement. Ça peut être Hilda. Donc, en fait, c'est toutes les Hilda, il la contrôle. Athéna, il l'a fait prisonnière. Donc voilà, donc c'est cohérent. Et toutes les reliques, et il peut récupérer toutes les reliques. Voilà. Donc il y a moyen de devenir un bel antiquaire si tu arrives à battre Poséidon et après à te faire plaisir. Et il coûte cher. Enfin, il doit être à 10 de force, comme on le souhaitait pour Pop. Mm. Ouais. Alors attends, Voilà, j'ai une des autre effets question. assez bourrins Bah, il de faut. cartes. J'ai une autre question qui Oui, m'avait oui, oui, traversé bah, l'esprit, qui m'avait traversé l'esprit aussi quand tu parlais des piliers. Est-ce que le pilier central, il sera un peu à part? Est-ce qu'il sera plus difficile pour être détruit? c'est bien de me demander parce que j'ai oublié de le citer dans la liste du matériel. Alors, ça, c'est un proto, donc j'ai le droit de vous le montrer parce que c'est moche comme tout. Ah, On aura un espèce de. Alors, on aura un plateau. Alors, en fait, il y a deux parties qui se détachent, mais là, je les ai lâchées parce que sinon, ça tient pas bien. Voilà, alors, on aura un plateau en dessous en deux parties qui servira uniquement pour le mode coop et qui représentera le sanctuaire sous-marin. ok. Et j'ai vu les visuels et ça déchire. Euh, voilà, et en fait, on mettra les 7 piliers parce qu'en mode coop, on aura des petits standees, des petits pions des 5 héros, et on se déplacera autour des 7 piliers. D'ailleurs, je reviendrai après sur le mode coop, peut-être pour l'expliquer un peu plus. Oui, oui. Et on aura là un espèce, donc on va dire un sabot, parce qu'on a tout à fait conscience que avec les deux extensions, on va dépasser les 200 cartes dans la réserve, Ouais, c'est ce que je plus disais. tout ce qui est slivé, ça devient un peu casse-gueule. Mm. Donc, l'occasion était de mettre le main breadwinner, d'en faire un sabot. Mm. En faire un sabot, c'est bien, c'est joli, ce sera plus joli que ça. Mais en plus, il aura un double intérêt dans le mode coop, puisque au dos, alors là vous ne le voyez pas, puis de toute façon, ça sera pas comme ça, il y aura une petite molette, un petit compte, pas un compte tour, parce que on comptera pas les tours, mais compte niveau de l'eau qui monte. Ok. Voilà. Puisque ce sera le tempo du mode coop. Et dedans, il n'y aura pas la réserve, parce qu'on ne joue pas avec une réserve. Euh, mais ce sera les cartes qui vont venir remplir le pilier central, comme le niveau de l'eau qui monte en fait. Ok. Ok. Sympa. Double emploi, donc je Très trouve ça sympa. vachement chouette. Très sympa. En plus, on peut faire confiance à Yoka pour nous faire un truc super chouette en termes de Voilà, qualité. et c'est ce que je disais déjà un peu sur Death Note par rapport au jeu de base, qui est déjà très joli, jeu de base de Sensei, pardon, qui est déjà très chouette. Mm. Entre-temps, Yoka a recruté un graphiste de métier, vraiment. Ouais. Et du coup, aussi bien Death Note que Poséidon vont, je trouve encore passer un cap sur la qualité graphique. Voilà. En plus du foil et du côté qui envoie du pâté, mais un peu kitsch de Senseiya, on aura vraiment tout ce qui est en dehors on va dire, des éléments imposés. C'est-à-dire, bah, tu dessines Seiya, enfin, tu dessines pas Seiya, tu prends l'image qu'on te donne de Seiya. Voilà, mais tout ce qui est un peu fait par Yoka, donc le plateau du sanctuaire sous-marin, le sabot du pilier central, tout ça. Voilà, il y a vraiment une touche graphique qui est vachement sympa. Ok. Ok, ok. Et alors du coup, par rapport justement à toutes les cartes qu'il y aura du coup avec toutes les extensions, t'as pas peur que ça rallonge considérablement les parties? Alors, indéniablement, ça sera un peu plus long, comme Asgard a déjà rallongé. En Tout à fait, fait. aussi bien, enfin, c'est comme on l'a fait dans Asgard, et on le fait peut-être même encore plus dans Poséidon, on essaye de rajouter, enfin, c'est même ma responsabilité, donc si ça marche pas, ce sera ma faute, de rajouter des effets, un peu des garde-fous
Mm. pour accélérer la partie. Par exemple, dans Asgard, on a Hilda, quand elle arrive, s'il n'y a pas de personnage or, tu vides la pioche jusqu'à en avoir un. Ouais. Donc, si c'est un chevalier d'or, tant mieux. Si c'est pas un chevalier d'or, t'as quand même passé 20 cartes ou 10 cartes de moins dans la réserve, quoi, Mm. pour en arriver plus vite. Et puis Voilà. tu pouvais burn. Tu burnais une carte quoi qu'il arrivait aussi. T'avais une petite variante dans Asgard, dans le mode solo d'Asgard qu'on pouvait du Oui, coup tout à appliquer fait. dans le mode compétitif. C'est que quoi qu'il arrive, tu burnes une carte même si tu n'as pas. Exactement. Ça, ce sera toujours de rigueur. De toute façon, je pense que cet effet est jouable même cette petite variante est applicable même sur le mode, sur le jeu de base. Mm. Simplement, je trouve qu'elle a été beaucoup plus pertinente à partir d'Asgard et Parce qu'il y a des les effets effets de de sortie. sortie. Bah oui, Je fais exprès de prendre une carte qui m'intéresse moyennement, bien sûr. parce que je vois que lui peut sortir et c'est le bon moment pour le faire sortir. Voilà. Mm. Donc effectivement, ça sera toujours appliqué. On aura notamment là, certaines épopées qui accélèrent la partie. Mm. Alors bon, pareil, c'est comme Hilda, faut que ça sorte, mais voilà, on aura des choses Ok, comme ça. ok, très bien. Parfait, parfait. Alors attends, je sais pas si tu veux peut-être te donner un petit peu plus de précision quand même sur le mode Hop. coop. Ouais, Ouais. alors bon, je sais pas, non, je vais pas pouvoir vous montrer de toute façon mon bureau là pour faire comme ça. Alors, je vais quand même juste reprendre le plateau qui ne tient plus, tant pis. Voilà. Donc, on aura le plateau comme ça. Bon, voilà, un magnifique heptagone. Euh, Avec 7 piles de cartes autour. En dessous de chacune des piles de cartes, donc les piles de cartes sera des piles de cartes comme la réserve, hein. Mhm. Sauf qu'en dessous de chacune des piles, on aura forcément un des 7 généraux Marina. Et encore en dessous de ce général Marina, on aura un pilier. Chaque joueur commencera la partie face à un pilier. Et durant la partie, donc les joueurs jouent leur tour tous ensemble. Et ensuite, il y a une petite phase d'entretien, on va dire, de Poséidon. Donc le but du jeu pour les joueurs, pour gagner, il faut détruire les 7 piliers avant que Athéna soit noyée, c'est-à-dire qu'avant que le niveau de l'eau soit arrivé au maximum. Mhm. Si ce n'est pas le cas, on comptera les points, mais autant vous dire que moins vous aurez détruit de piliers, moins vous aurez de points. Oui. On comptera les points, nous, par rapport à Poséidon. Mhm. Voilà. Euh, Comment ça se passe à notre tour? Donc, pour le tour des joueurs, les joueurs jouent dans l'ordre de leur choix. C'est-à-dire, selon la situation, tiens, toi, vaut mieux que tu commences parce que tu es bien placé, Mhm. machin. Et puis après, selon ce qui se passe, on verra si c'est lui ou moi qui joue en deuxième. Voilà. Alors, par contre, un joueur joue son tour en entier avant le suivant. C'est-à-dire, tu ne peux pas affronter une carte, puis moi j'en affronte une, puis voilà. Mhm. Tu fais ton tour en entier. Et donc, à ton tour, tu peux soit affronter la carte du dessus de la pile à laquelle tu fais face. Alors, sachant que la pile à laquelle tu fais, les cartes sont toujours face visible quand on est face à elle. Voilà, Mhm. tu sais ce que tu affrontes, tu peux pas affronter une pile sans savoir ce que c'est. Donc voilà, donc soit tu affrontes la carte de la pile à laquelle tu fais face, soit tu peux te déplacer, tu peux changer de pilier. Mhm. Voilà, tu peux un peu, on va dire, j'appelle souvent ça explorer parce que ça permet d'aller révéler ce qu'il y a d'attaquable sur les autres piliers. Voilà, donc tu peux te déplacer, sauf que pour chaque pile, chaque case que tu te déplaces, alors je vais le mettre comme ça arrêtera de bouger, chaque case que tu te déplaces, tu dois défausser une carte. Donc je suis là, je vais aller là, je dois défausser deux cartes. C'est-à-dire que j'arrive là, j'ai plus que trois cartes. Donc Ok. Ouais. voilà, tu peux pas trop en abuser. Mhm. Euh, mais au moins, si tu es face à un chevalier d'or, ça te permet, en début de partie, ça te permet d'aller voir ailleurs. Truc très intéressant, qui donne de l'intérêt, une justification au fait d'être en mode coop, c'est qu'on peut se donner des cartes entre joueurs, se donner définitivement. Euh, Si on est sur le même pilier, je peux te donner autant de cartes que je veux, du moment que tu n'en as pas plus de 10. Que Ok. je peux très bien t'en donner deux, puis un autre joueur t'en donne trois. Voilà. Mhm. Alors je peux t'en donner 5. Et si on est en fin de partie, qu'un général Marina hyper costaud, et que à nous deux, on vaut pas grand chose, je peux te filer mes 10 cartes, je fais rien de mon tour. Enfin, mes 5 cartes, t'en as 10. Mhm. Fin de mon tour, je refais ma main à 5. Par contre, j'ai 5 cartes de moins dans mon deck. Et toi, Mhm. t'as un 5 de plus. Voilà. Et on peut également, si on est sur deux piliers adjacents, se donner une carte. Des fois, on va les faire. Des fois, toi, tu vas être là, enfin, tu vas être sur un pilier, moi, je vais être deux emplacements plus loin. Je peux me déplacer d'un emplacement, donc jeter une carte. Tu peux filer la carte qui te manque pour aller affronter Mhm. un personnage, puis repartir ou affronter un mec là, voilà. Il y a quand même des restrictions, bien sûr. On peut pas donner tout ce qu'on veut. On peut pas donner ses propres héros. Ce qui paraît logique. Voilà. On peut pas donner on peut pas donner son Mhm. armure de bronze. Et on ne peut pas donner tout ce qui est or ou diamant. Donc diamant, c'est les cartes bleues, pour rappel. Mhm. Voilà.
Donc tous les personnages les plus forts, hein, on peut pas se les accumuler pour qu'un personnage se retrouve avec 5 chevaliers d'or en main et puis défonce tout. C'est Par sûr. contre, tout ce qui est vert, bronze, argent, on peut les donner. Ok. Et alors, donc ça c'est le tour des joueurs. Phase d'entretien de Poséidon. Donc il y aura un. Alors, c'est très moche, mais là aussi on aura un magnifique token fait maison qui s'appellera le pion submersion. Il me semble que c'est le terme qui a été retenu. Que, voilà. Qui va se déplacer. En fait, il faut imaginer une vague qui va engloutir sanctuaire, qui va recouvrir le Mhm. sanctuaire. Et à chaque fin de tour, c'est-à-dire une fois que les joueurs ont fini de jouer, la vague va avancer d'autant de piliers. Elle se déplace entre les piliers, elle passe par-dessus les piliers. Elle va se déplacer d'autant de piliers qu'il y a de joueurs. Donc si on est à 2 joueurs, la vague va avancer lentement. Si on est à 5 joueurs, la vague va avancer très vite. Mhm. Et à chaque fois qu'elle a fait un tour complet, le niveau de l'eau augmente de 1. Ok. Ce qui veut dire qu'à 5 joueurs, on va pouvoir défoncer plein de cartes et vite vider les pioches. Parce qu'en fait, pour détruire un pilier, il faut vider battre toutes les cartes qu'il y a au-dessus. Mhm. Et le général Marine appuie, il détruit le pilier. Donc à 5 joueurs, forcément, on va aller plus vite. Mais la vague va aller plus vite aussi. À 2 joueurs, ça ira moins vite. Et décision qui a son importance, c'est aussi que chaque carte qui est franchie par le pion submersion va dans le main breadwinner. C'est-à-dire qu'elle remplit le pilier et fera les points de Poséidon à la fin de la partie. Et en plus, si jamais la carte qui est engloutie était face visible, en fait les cartes deviennent face visible quand on se pose face à elle, si la carte était face visible, Poséidon déclenche son effet. C'est-à-dire que des fois, on va pas aller révéler toutes les cartes juste comme ça pour voir ce qu'il y a, parce que tout ce qu'on n'arrive pas à prendre, Poséidon va nous le renvoyer dans les dents. Ouais. Voilà. Donc il y a un petit peu de tension, pas mal de réflexion. Je trouve qu'il y a un petit côté pandémique à ce mode coop. Mhm. Où, où alors on est libre de parler, hein, de réfléchir, de se concerter pour optimiser nos tours. Et vaudra mieux le faire. Voilà. C'est faisable, hein. C'est pas plus dur que le solo d'Asgard. Euh, mais il faut quand même optimiser ses cours et vaut mieux connaître un peu le jeu, effectivement, pour bien optimiser les effets, parce qu'on se retrouve avec les mêmes effets de jeu, mais qui n'ont pas la même pertinence ou la même efficacité ou le même intérêt Mhm. dans cette situation avec des règles complètement chamboulées. Donc voilà, c'est pas un didacticiel. Autant le solo d'Asgard, je disais souvent, c'était un bon didacticiel pour apprendre à jouer les plateaux techniques. Autant le mode coop, c'est pas un didacticiel ni pour le plateau technique ni pour le jeu lui-même. Faut mieux, voilà, déjà un peu doser le jeu. Ouais, bah après, de toute façon, c'est pas un souci dans le sens où c'est déjà la deuxième Oui, extension et où les gens effectivement. qui débarquent ont déjà quand même un bon pool de parties derrière eux. Et voilà, et puis c'est un mode qui est hyper attendu. Et pour le coup, franchement, je suis super enthousiasmé par parce que tu as réussi à rendre avec tout ce plateau, avec toutes ces nouvelles mécaniques, toutes ces idées de gameplay. Franchement, ça a l'air vraiment hyper chouette, quoi. Euh, on a hâte. Enfin, moi j'ai hâte. Vraiment. Bah, j'espère que ça plaira. C'est vrai que c'est un exercice vraiment difficile parce que le jeu n'est pas prévu du tout à la base. C'est-à-dire que quand on a commencé, quand on a fait le jeu compétitif, à aucun moment on s'est dit qu'il faut que ça soit compatible avec du coop. Donc forcément, comme pour le solo d'Asgard, il y aura des effets qui n'auront plus d'utilité ou qui ne se déclencheront jamais Oui. parce que t'es jamais dans le cas de figure. Mm. Mais enfin, comme pour Asgard, comme pour le solo d'Asgard, hein, le but est vraiment de trouver à la fois un intérêt pour vraiment justifier que ce soit du coop et non pas du solo ou du chacun dans son coin, à la fois être raccord avec l'univers et à la fois garder un intérêt maximal sur l'effet des cartes. Donc il faut quand même que une zone soit clairement identifiée comme étant le terrain. Donc là, le terrain, bah, ça sera les cartes qui sont face visible sur les 7 piles de cartes. Mm. Il faut qu'il y ait une réserve, il faut qu'il y ait une main de Poséidon. Voilà. Donc ça nécessite une petite gymnastique. Je pense qu'au début, ça sera quand même hyper intuitif dans le sens où, alors attends, je dois cibler la main de Poséidon. C'est quoi déjà la main? Ouais. Voilà. Voilà, c'est pas, ça sera, voilà. Mais je pense que ça, les gens vont quand même bien plaire dessus parce que il y a bien apprécier le jeu, pardon, parce qu'il y a quand même de quoi faire des coups jolis, des coups bien travaillés, on va dire, plutôt que jolis, de bien réfléchir, de bien optimiser. Attends, par exemple, tu as un joueur qui dit ah bah attends, je veux faire ça, j'ai la force qu'il faut pile pour le faire,
Et l'autre il dit attends, parce que moi avec lui, je peux changer de place avec toi, je te file une carte, et puis regarde la carte épopée, tu la fais sortir tout de suite comme ça parce qu'elle me gêne moi pour mon tour, et puis enfin ouais voilà, ça fait un peu du pandémie. Après je suis pas un gros joueur de jeux coop, donc il y a peut-être des références qui seraient encore plus proches, mais j'ai retrouvé des vraies sensations de jeu coop, c'est pas un ersatz de jeu coop. Mm. Bah écoute, tant mieux. Et puis c'est vrai qu'après, au-delà de ça, de toute façon, tu parlais donc ouais, de la profondeur des effets, c'est même déjà le cas en fait dans le jeu de base. Quand tu commences à bien maîtriser, à bien connaître toutes les cartes, tu trouves toujours des utilités et des fois tu arrives à faire des combos qui sont un peu sortis de l'espace. C'est tout C'est ça. l'intérêt du jeu, surtout quand tu joues à un nombre restreint de joueurs. C'est vrai que quand on est plusieurs, c'est toujours très compliqué de faire vraiment ce que tu avais prévu de faire parce qu'il se passe tellement de choses avant toi que tu contrôles moins de choses. Mais quand tu joues à un nombre restreint de Ah là t'as les joueurs, deux. hein. Là, dans le mode coop, là, ça va vraiment être les deux du coup. Parce Bah que oui. tu joues à plein, et plus tu joues à plein, plus tu as de possibilités et plus tu as de contrôle. Mm, Et plus tu te creuses la tête du coup. mm. Et alors, juste pour répondre à la question de Greg là sur le live, non, on n'a pas besoin du tapis dans le mode coop. On écarte complètement le tapis, l'horloge et la statue d'Odin si jamais vous jouez aussi avec les cartes d'Asgard que vous pouvez mettre dans le mode coop. Mais ça, voilà. Non, on a un plateau spécifique qui ne sert qu'à ça. Voilà. Pardon. Et pardon, je crois que je t'ai coupé, Sylvain. Non, mais parce qu'en fait, du coup, tu as conclu sur ce que je voulais dire, que du coup, a priori, d'après ce que j'ai compris, dans le mode coop, effectivement, bah, il y aura les deux, quoi. Il y aura le côté C'est ça. contrôle à plusieurs, quoi. Complètement. Et en plus, dans Asgard, tu avais les nouveaux effets pour comboter des nouvelles cartes et les nouveaux effets des plateaux techniques. Bah, dans Poséidon, tu auras les nouveaux effets des généraux et leurs écailles Mm, et les nouveaux effets des cartes épopées. Il n'y en a qu'une active à la fois, mais faut pas les oublier parce qu'elles peuvent avoir des effets. Alors, il y en a des bénéfiques et des négatifs, des néfastes. Tu peux en avoir qui te font revenir à 6 cartes au lieu de 5 à la fin de ton tour. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et tu peux en avoir d'autres qui font que tu dois blesser un personnage à chaque fin de tour, par exemple, des choses mm, comme ça. ouais. Il y Ah, a tout. Il y en je- je- a, il y en a, je crois, 19. Il y en a 19 et en moyenne, dans ok. une partie normale, on va dire en 12 flammes. Un tempo, c'est 2 ou 3 en général. On va dire que tu vas voir en moyenne 4 ou 5 épopées par partie. Ok. Rien que déjà pour voir toutes les épopées, tu as déjà quelques parties à faire. Ouais, Et après, bah, bien sûr, chaque partie va être encore plus différente qu'elle ne l'était déjà, quoi. forcément. Mm. Alors, je vois la question classique de tout jeu coop. Comment tu as géré l'effet de joueur alpha du mode coop? Est-ce que t'as réussi? Alors, Est-ce que t'as essayé? Euh, alors, il n'est pas complètement contré. Il n'est pas complètement contré parce qu'on peut parler librement. mhm, En fait, pour contrer un bon jeu coop, ah non, plutôt un vrai jeu coop, parce qu'il y a des bons jeux coop avec des joueurs alpha, c'est pas le problème. Un vrai jeu coop sans joueur alpha n'est pas un vrai jeu coop. Un vrai jeu coop sans joueur alpha, c'est un jeu où tu peux pas tout te dire, où tu peux pas coopérer librement, ou alors il y a soit potentiellement un félon, soit des objectifs personnels cachés en plus. mm, Voilà. C'est le seul moyen de contrer un joueur alpha. Et autant vous dire que c'est pas du tout dans l'ambiance de Senseiya. Voilà. On nous a déjà pas tout à mal fait. reproché que Senseiya, normalement, ça nivelle la camaraderie, tout ça, ce qui est vrai, hein, ce qui s'entend. Donc sur le jeu de base, c'était pas le cas. Là, on pouvait pas faire un mode coop où les joueurs avaient objectif secret Ça n'aurait pas de Iki sens. a 5 personnages blessés. Mm, Ah non, ça n'a pas de sens. mm, Voilà. Donc, il y aura possibilité de faire un joueur alpha. Après, le ressenti que j'ai de toutes les parties de playtest, c'est que il y a tellement de choses à regarder. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous jouez à Senseiya, vous jouez pas à Star Realms, euh, les cartes on est sont pas d'accord. si évidentes dans leur utilité. Il y a Mm, plusieurs façons, les combos sont pas évidents. mm, Je veux dire, il n'y a pas une couleur rouge qui va avec les cartes rouges ou pas avec les cartes rouges. Voilà. C'est un jeu où il faut vraiment prendre le temps de lire ses cartes. Et bah, du coup, quand tu as tes cartes à lire, plus l'effet épopée, les cartes sur le terrain, et si en plus tu veux prendre le temps de connaître la carte en main de chaque joueur, tu le fais jamais. mm, Généralement, ce qu'on fait, c'est à la rigueur, c'est bon, il me manque 2 de force, est-ce que quelqu'un peut venir me filer 2 de force?
Et là, tu un qui va dire: «Bah, moi, je peux, mais j'en ai besoin. Bah, moi, ça me dérange pas. Moi, ouais, bah, de toute façon, j'ai rien prévu de faire ce tour-ci». OK, voilà. Ça va se ou en fait, c'est le joueur alpha, ça va être ça, c'est est-ce que quelqu'un peut aller filer 2 de force à lui, comme ça, lui, il joue en premier. Ouais. Et après, bah, selon ce qui tombe, oui, et puis il y a ça aussi, c'est que dès que tu bats une carte, une nouvelle apparaît, mais tu ne sais pas ce que ça va être. Mm. Donc de toute façon, tu décides de qui joue maintenant, mais dès qu'il aura fini de jouer, peut-être que ton plan va tomber à l'eau. Voilà. Donc finalement, le jeu lui-même fait que. Il n'y a pas de mécanique anti-joueur alpha. Le jeu lui-même fait que, et de toute façon, je me voyais pas en imposer sur ce thème. Mm. Ok. Et puis, comme le dit si bien David sur le chat, la solution pour contrer le joueur alpha, c'est de ne pas l'inviter à la table. C'est pas faux. Voilà. Alors du coup, j'ai vu une remarque de Grégory qui disait que Poseidon intégrera 3 modes de jeu normal, solo et coop. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est le mode solo, ça Il n'y reste a pas de bien. solo dans Voilà, Poséidon. voilà, ça reste bien exclusif à Asgard. Donc, dans Poseidon, t'as le mode classique et le mode coop, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question qu'on m'avait posée avant sur la Protozone Max. Il avait été évoqué à plusieurs reprises de éventuellement, pardon, je me cache, éventuellement de sortir un plateau solo du Grand Pop, comme on a celui d'Hilda, pour jouer en solo sur le Grand Pop. Et il avait également été évoqué l'idée de faire un coop sur le Sanctuaire. Voilà. Mhm. Comme on l'a fait sur le Sanctuaire sous-marin. Alors, c'est deux choses auxquelles je tiens beaucoup également. J'aimerais beaucoup les faire. Elles ne pourront pas être dans Poséidon, déjà parce qu'elles n'ont pas encore été défaites. Voilà, Oui, c'était pas la priorité. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, on savait qu'on ne pourrait pas les intégrer dans Poséidon, parce que pour les ayants droit, Poséidon, c'est Poséidon. On ne peut oui. pas traiter du Sanctuaire. Mm. On ne peut pas traiter du Grand Pop. Voilà, ça ne serait pas passé. Donc, ça viendra sans doute. On ne sait pas encore sous quelle forme. Est-ce que ça pourrait être dans Hades? Peut-être, mais y a... j'en sais rien en fait. On n'est pas fixé. C'est Bah, pas sûr du tout que ça puisse être dans Hades. Est-ce que ça serait sous forme de goodies? Est-ce que ça serait vendu plus tard dans une, je sais pas, sous une autre forme? Voilà. En tout cas, c'est prévu. Ça mm. pourrait être peut-être un print and play, je sais pas. Mais j'aimerais bien le faire. Yoka a également envie de le faire, mais ça sera pas pour tout de suite. Mm. Après, à la rigueur, ça aurait plus de sens avec Hades qu'avec Poséidon, parce que malgré tout, Hades a quand même, Oui, tout du moins dans la première partie, thématiquement, on s'y retrouve un peu. voilà, un rapport avec le sanctuaire. Mais malgré tout, effectivement, ça me paraît pas forcément très justifié thématiquement parlant, quoi. Euh, Ça. donc bon. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est vrai que maintenant que on aura découvert tout ça, que le jeu s'est enrichi, on aura envie finalement de faire vraiment, de revivre un peu l'épopée du sanctuaire tel qu'il se déroule plus ou moins dans l'animé, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne chose, ouais. Ça peut être une bonne chose. Ok, parfait. Est-ce que... Alors je vais quand même regarder s'il n'y a pas des petites Ouais, questions. je pense qu'on a fait le tour de Poséidon, effectivement. Ouais, on On va a été peut-être enchaîner complet. sur Hades parce que c'est vrai que je pense que tu as encore pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais, alors sur Hades, ça va être encore plus des pincettes parce que là, non seulement il faudra valider des endroits, mais simplement même éditorialement, le travail n'est pas fini et on n'est même encore même pas au travail éditorial, on est au travail de création, c'est-à-dire plutôt ma partie, même Mhm. si pour le coup, sur Hades, comme sur le jeu de base, Nicolas Badou sera co-auteur. Ok, Donc on s'y remet à deux, simplement parce que c'est une grosse boîte. Sans doute qu'elle fera le même format que la boîte de base. ce sera un Sans doute standalone. que Voilà, alors sans doute que ce sera pas un standalone, ce sera sans doute qu'une extension. Ok. Même si c'est pas fixé non plus, mais on part plutôt là-dessus. Ne serait-ce que pour éviter de remettre du matériel en double, c'est-à-dire que bah, c'était un peu la même, on a eu un peu la même démarche sur, enfin, en tout cas les mêmes interrogations, le même dilemme sur Poséidon, c'est est-ce qu'on a envie de vous remettre du matériel en double, ou est-ce que pour le même prix, on préfère pas vous mettre du contenu inédit, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a envie de vous remettre 75 cartes de héros verts et bronze? Pas tellement. On Mm. préfère vous mettre des spectres, de nouvelles épopées, Ouais, je vois ce des que tu nouvelles veux dire. reliques, voilà. Mm. Donc voilà. Donc ça sera sans doute une extension. Donc voilà, donc sans doute le même format. Dedans, on retrouvera évidemment les spectres. Mhm. Alors rien que ça déjà, c'est il y a une grosse interrogation parce que
et ben même s'ils sont censés être 108, on ne connaît pas les 108. Eh oui. Il y en a certains qu'on connaît le nom mais qu'on n'a pas le visuel, Mm. jamais de visuel. Un certain, on n'a qu'une morceau du visuel. On a un certain, on a un visuel mais on n'a pas le nom. Donc qui est-ce qu'on met, qui est-ce qu'on peut mettre, qui est-ce qu'on peut entre guillemets combler les manques, qui est-ce qu'on peut juste demander à faire redessiner, enfin voilà, c'est pas une liste de ceux qu'on pense pouvoir mettre, mais ça pourrait varier. Donc ensuite, plus évident, on aura les juges et les dieux Bien et sûr. Hadès lui-même, et puis Mm. Pandora, Pandore, je sais plus c'est quoi le nom officiel l'un ou l'autre. Voilà, on aura nos héros qui auront leurs armures V3 et divines. On aura sans doute Athéna dans sa belle armure. Je pense que c'est pas encore fait, mais je pense que je rajouterai quelques épopées. Voilà, c'est pas mal de choses. Alors, ça c'est le niveau contenu. Alors, niveau contenu, ça peut encore s'étoffer même. Voilà, y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles. On verra à la fin ce qui rentre dans la boîte. On me dit que c'est Pandore le vrai nom. Merci Mathieu. Hadès ira jusqu'à l'Élysion. Oui, David. On couvrira tout d'un coup. D'où le fait qu'on ait une grosse boîte. Sinon, on aurait pu faire On s'est posé ces questions. Est-ce qu'on faisait deux petites boîtes? Une petite boîte, la reconquête du sanctuaire, et une Ouais. petite boîte, vraiment les enfers et Élysion, et puis après, est-ce qu'on était. Enfin, voilà. Donc, non, on va tout ouvrir d'un coup. Euh, Mécaniquement, ça changera beaucoup plus la donne que les deux autres extensions. Mhm. Alors, la première extension, Asgard, a rajouté quand même déjà beaucoup de choses, mais c'était vraiment un complément qui, de mon point de vue de joueur plutôt chevronné, manquait au jeu de base. Mhm. Si on avait tout mis dans le jeu de base, je pense qu'on aurait rapidement perdu les fans de Senseiya qui se sont penchés sur le jeu sans vraiment être joueurs. Ouais. C'était bien que le jeu de base soit un peu plus Léger. light sur les Mm. mécaniques. Mm. Voilà. Euh, donc, mais le complément Asgard me semble indispensable quand on apprécie le jeu. Poséidon, il y aura un peu moins de nouveautés mécaniques. Mécanique parce qu'en fait, niveau mécanique, on aura surtout donc la mécanique des piliers avec les armes de la balance et les cartes épopées. Et après, c'est du complément de ce que apporte Poséidon thématiquement. Voilà, dans Hades, on aura vraiment grand-chose. Là, l'idée sur laquelle on part, alors j'en parle un peu parce que je pense qu'on va rester là-dessus, parce que moi ça me plaît fortement et qu'il n'y a pas de raison qu'on en change, c'est d'avoir un deuxième tapis parallèle, enfin parallèle, oui il sera parallèle parce qu'il sera aussi en longueur, mais qui serait en dessous et qui représente un peu les enfers. Donc ce- on aurait même visuellement ce décalage entre le monde de la Terre et les enfers, pas deux tapis l'un au-dessus de l'autre. Ce tapis-là donc représenterait les enfers, c'est-à-dire on aurait une rivière également avec Elysium. Après, on ne sait pas trop si on va mettre les portes ou les dômes ou enfin Mhm. les cercles ou autre chose. Et après, la rivière, j'ai perdu le nom, et, et la porte des enfers. Donc on aurait cette rivière qui représente un peu tout le cheminement des enfers. Et on aurait une pioche donc spécifique, c'est-à-dire que tous les spectres ne viendraient pas se mélanger à la réserve, qui sera déjà bien assez grosse, mais resteront sur une pioche spécifique à ce tapis qu'on appelle le Styx. Euh, Ce qui est donc ces cartes-là auraient un dos différent, c'est-à-dire pour pas mélanger les pioches, et ça veut dire que ces cartes-là ne viendront pas jamais dans votre jeu. Ok. Euh, Ce qui thématiquement se justifie parce qu'en fait autant on peut dire que les guerriers divins et les généraux marina ont été trompés et à la base ne souhaitaient pas forcément déclencher une guerre contre Athéna, autant les spectres, eux, ils sont vraiment pour Ah oui. détruire toute vie sur Terre, donc il n'y a pas de problème au Mm. fait qu'ils ne rejoignent jamais l'armée d'Hadès. Mm. D'ailleurs, sans doute que les ayants droit n'auraient jamais accepté Mm. d'avoir les spectres dans notre deck. Voilà, donc à la place, ces spectres, ces personnages du Styx, donc on pourra toujours librement aller les affronter, c'est-à-dire qu'on aura le choix entre les deux réserves, les deux terrains, pardon, enfin le terrain et le Styx. Euh, Sauf que quand on ira battre un spectre, au lieu de venir dans notre deck, puisqu'on ne pourra pas, soit on pourra l'un, simplement le détruire. On est dans la peau du héros et je détruis un spectre, donc il est annihilé très bien. Il ira Ok. dans mes cartes détruites. Sauf que les spectres détruits rapporteront des PV. Mhm. Voilà. Donc ça sera une manière de faire des PV, mais on n'améliore pas notre deck. Soit ces spectres, on pourrait les acquérir par une autre ressource qui serait des points d'âme. Alors à voir, peut-être qu'il y aura un autre terme plus ancré dans l'univers. Il faut que je me replonge un peu plus dans l'univers pour voir s'il n'y a pas un terme plus. Mais on part sur des points d'âme qui seraient une nouvelle ressource
permettrait d'avoir certains spectres, et quand je dépense des points d'âme pour acquérir un spectre, à ce moment-là, je l'invoque des enfers, je le fais Ok. venir sur le sanctuaire, comme on voit les spectres venir sur le sanctuaire pour Mm, essayer de prêter main forte au chevalier de Renégat. mm, Je l'invoque, et en fait, en l'invoquant, je vais aller le mettre devant un autre joueur. mhm. On pourra avoir un spectre comme ça qui a été invoqué devant nous, et ce spectre-là, tant qu'il sera devant nous, il va nous gêner. Alors, soit il nous empêchera d'aller nous battre sur le terrain, soit il nous enfin, un peu comme l'anneau, par exemple. Enfin, vous voyez l'anneau, enfin, tu vois, enfin, je parle en même temps aux gens qui nous regardent, ou comme Kouragu, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire, tant que tu l'as pas battu, il te gêne. Ouais. Ça peut être des trucs différents. Peut-être qu'il va t'apporter des. Tant que tu l'auras pas battu, tu gagneras moins un PV à chaque tour, peut-être. Mm. Ça peut être, tu peux plus utiliser ton pouvoir de ton armure. Ça peut être vraiment des trucs très larges. Voilà, on se met aucune barrière. Mm. Voilà. Mais en gros, tu vas pouvoir aller pourrir les autres en leur invoquant des spectres sous le nez. Ok. Qui permet également de rajouter un peu de l'affrontement, même si du point de vue de la licence, on n'a pas le droit de s'affronter directement. Tu peux pas faire que Shiryu attaque Seiya. Mais tu peux très bien faire qu'un spectre, enfin, on imagine, on suppose que ça, c'est l'idée qu'on veut défendre, qu'un spectre pourrait être invoqué devant Seiya. Mm. Voilà. Donc voilà, et donc on aurait ce Styx avec quelques règles spéciales qui feraient que Hadès, les dieux, les juges, eux ne pourraient pas sortir du. Alors oui, pardon, il y aurait aussi un cheminement, c'est-à-dire que si personne ne va battre les spectres sortiraient d'eux-mêmes et viendraient se poser devant toi. Donc on Ok. sera obligé de refouler cette invasion des enfers. Mais par contre, il y aura des petites règles pour que les, les dieux, les juges, enfin oui, les dieux, les juges et Hadès, eux ne puissent pas sortir et fassent un peu office de boss qui reste au fin fond des enfers. Mm. Ok, ok. Jeu de mots, Grégory. Mm. Voilà. Après, on n'est pas encore fixé sur tout. On aimerait peut-être intégrer un nouveau mode de jeu, comme on a eu le solo, le coop, et un autre jeu, parce qu'on on complète le mode compétitif, mais peut-être qu'on pourrait intégrer un autre mode, mais on n'est pas fixé sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on peut faire. Parce que c'est toujours la difficulté d'intégrer des cartes et des mécaniques de jeu qui ont été pensées pour du compétitif, les rendre compatibles avec un nouveau style de jeu. C'est un peu un exercice d'équilibriste. On veut pas sacrifier l'intérêt du jeu juste pour dire de mettre sur la boîte intègre un mode Legacy ou je sais pas quoi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui parlait d'un mode campagne sur le C'est pas chat. exclu, mais c'est pas fait non plus. Mm. c'est une possibilité. Enfin, en tout cas, c'est en discussion, mais pour l'instant, j'ai aucune idée de comment on le ferait, mais c'est sur le tableau. Je vois pas mal de questions C'est aussi par rapport au chevalier renégat. Est-ce que malgré tout, il pourrait pas quand même rejoindre notre main, ne serait-ce que temporairement Tu parles desquels, pardon? des chevaliers renégats. Bah, donc, Alors, en fait, rien n'exclut. On part du principe qu'une carte peut avoir deux coups maximum, donc souvent Force Cosmos, ou que l'un ou que l'autre. On part du principe que les spectres auraient soit un coup en force, soit un coup en âme, soit les deux. Mais on peut très bien imaginer, enfin en tout cas mécaniquement, rien ne nous en empêcherait, euh, de jouer là-dessus, de faire qu'une carte dans le Styx ait un coup en force et en cosmos, mm, par exemple, ou voilà, ou qu'il y ait un dos différent. On pourrait dire cette carte-là, elle a un dos normal, ouais. ce qui n'empêche pas de l'avoir dans la main, et dire de la mélanger dans le Styx. Mais bon, pour l'instant, je vous avoue que moi je suis pas fan de l'idée. Après, je préfère bien séparer les choses. Mais après, pourquoi pas dire faire que n'importe quelle carte de la réserve, une nouvelle carte de la réserve, et un effet de mise en jeu qui dise allez chercher un de vos specs détruits. Et à ce moment-là, j'invoque ou allez chercher un chevalier d'or renégat dans une pile de cartes détruites d'un joueur. Mhm. Et là, je l'invoque temporairement. Ça, enfin, on peut toujours contourner, je pense. Le jeu est assez bac à sable là-dessus Ouais. pour pouvoir toujours aller faire ce qu'on veut. Voilà. Mm. Déjà dans Poséidon, vous allez voir des effets assez, mais ça, j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, en tout cas, pas dans cette SIA. Je veux pas dire qu'on réinvente la roue à chaque carte, mais voilà, des effets très originaux par rapport à ce que vous connaissez dans les deux boîtes déjà sorties. Mm. On peut aller encore plus loin. Pas de raison. Ok, ok. Est-ce que tu peux dire autre chose sur Hades ou c'est un peu délicat? Est-ce que j'ai le droit de dire autre chose? Non, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, c'est même pas une question de droit, c'est une question que je veux pas trop m'avancer. Oui, c'est Si encore. dans 6 mois on vous présente un truc qui a plus rien à voir, quoi. Mais Mm, bon, là on a commencé à travailler dessus,
qui n'était pas forcément le cas cet été. Cet été, on en était encore à échanger des idées. Là, Mm. on a commencé vraiment à travailler dessus, c'est-à-dire à commencer à mettre des petites stats, des petits effets en face des personnages, à définir les règles, celles que je viens de dicter avec un peu plus de détails. Enfin, il y a des choses que je veux pas trop avancer parce que c'est des détails et ça peut changer. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est parce que je suis assez confiant là-dessus, mais Ok. je peux pas le signer de mon sang. Mm. Très bien, très bien. Alors du coup, justement, tu parles du fait que tu as commencé à travailler, donc tu disais que Nicolas Badou redevenait co-auteur sur cette extension, et donc effectivement, vu le taf qui est dessus, ça peut se comprendre, mais du coup, j'ai envie de te demander, vu que sur ce jeu précisément, t'as travaillé en binôme et en solo, est-ce que tu peux donner un peu ton ressenti sur les différences qu'il pourrait y avoir entre le travail en binôme et le travail en solo? Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler en binôme? Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler en solo? Euh, le jeu de base, c'était la première fois que je travaillais en binôme. Ouais, Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette parce que c'est vrai que quand tu es tout seul dans ton bureau, même avec Tabletop Simulator ou avec Facebook ou Discord ou ce que tu veux, eh ben, quand t'es seul dans ta tête, quoi. Et que t'as pas envie d'échanger, enfin, tu peux pas te permettre d'échanger d'un coup avec une communauté de 200 personnes mm, parce que les idées fusent dans tous les sens et finalement tu vas retenir aucune idée parce que voilà, puis tu vas peut-être faire des gens déçus parce qu'ils auront vu des idées qui leur ont plu. Enfin voilà, c'est plus facile d'avoir une table, d'être deux trois autour d'une table et de discuter. Voilà, et simplement rien qu'avoir quelqu'un qui te rebalance des idées, ça change beaucoup de choses et c'est un confort en fait. C'est un confort et puis c'est un filet. mm, D'ailleurs c'est souvent que moi enfin avec Nicolas, il y en a un qui donne une idée A, l'autre pique un peu, donne une idée B, puis yep, finalement on va en sortir une idée C. mm, Alors que chacun serait resté sur son idée qui était moins bonne, enfin qui au final nous semblait moins bonne. Donc c'est très pratique. En plus, Nicolas, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision jeu très riche. C'est aussi un gros joueur. Je pense qu'il a même je pense qu'il a même touché à plus de jeux de société que moi. Enfin déjà de par son activité d'éditeur, il se doit, enfin il a forcément d'expérience, mais c'est quelqu'un qui par exemple joue aux jeux de cartes à collectionner. Donc il y a une bonne maîtrise de tout ce qui est oui, bien sûr. rouage, combo, Mm, lexique de jeu, voilà. Donc ça se prête bien aussi le jeu de Senseiya. Donc non, c'est vraiment à choisir. Je préfère travailler en binôme que tout seul. Voilà. mhm, Après le fait est que je pense que la plupart des auteurs se retrouvent plus souvent à travailler tout seul qu'en binôme, parce que c'est pas toujours évident, surtout on travaille sur de la production d'un matériel physique quand même à la base. Puis moi maintenant je mets beaucoup de Tabletop, voilà, je devrais peut-être mettre un truc, une modélisation, un truc comme ça à chaque fois que je dis le mot. Mais, euh, ouais, c'est plus facile d'avoir des gens, d'être deux, tout simplement. Après, en solo, c'est pas un problème. Moi, quand j'ai commencé Senseiya, j'étais tellement à fond sur le sujet qu'en fait, j'ai fait Asgard en même temps. C'est-à-dire que Asgard a été créé en même temps que le jeu de base. ouais, Et pour tout vous dire, les cartes épopées ont également été créées en même temps que le jeu de base. Ah, donc après, ça s'est étalé parce que les choses, enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Mais tout ça avait été créé ensemble, donc il n'y a pas eu vraiment de difficulté à créer ça en solo. oui, je comprends. Voilà. Même en fait, et quand à la base, c'était pas question de faire spécialement les extensions en solo, le jeu de base et Hades en binôme. C'est juste à la fois le planning, les activités de Nicolas qu'on fait, m'a laissé la baguette pour les extensions. Mm, Voilà. Et là, il revient parce que, enfin, tous les deux, on pense que c'est mieux de s'y remettre à deux. Mais il y a pas vraiment de difficulté. Par exemple, Death Note, je l'ai fait aussi tout seul. C'est très bien. Mais l'avantage de Death Note, c'est que j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de playtests. Donc finalement, mes idées, même si c'est que mes idées à moi, j'ai pu les confronter à beaucoup d'avis. Et au moins, c'était mes idées. C'était pas un brainstorming à oui, 50 personnes. mm, Voilà. Donc ça c'est avantage. Alors que comme je disais tout à l'heure, Senseiya, vu qu'on était en fait on était limite en huis clos quoi pendant tout le développement. Alors déjà être en huis clos c'est déjà pas évident pour playtester un jeu. Alors être en huis clos tout seul, mm, bon je garantis pas le résultat quoi. ouais. Et alors du coup, j'ai un peu une autre question parce qu'en plus tu parlais
des jeux de cartes, que Nicolas était fan de jeux de cartes à collectionner. Et souvent dans les jeux de cartes à collectionner, d'extension en extension, euh, en partie pour donner de l'intérêt, on essaye entre guillemets d'augmenter un petit peu le power level des cartes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que Mm. grosso modo, voilà, il faut quand même que les cartes de, au moins de base soient peut-être un petit peu plus puissantes, un petit peu plus intéressantes dans les nouvelles extensions pour garder les joueurs, etc. Est-ce que c'est une optique que tu as eue sur tout le développement de Senseiya? Et si oui, comment tu as fait pour gérer l'équilibrage vu qu'on continue à jouer avec les toutes premières cartes? Alors, l'idée, enfin, dans un jeu de cartes à collectionner, effectivement, il y a le fait de garder le client, c'est-à-dire garder le joueur, mais enfin, j'ai pas de honte à parler de client dans ce cas-là parce que ça peut vite coûter cher et que l'objectif, enfin, tous les jeux à cartes collectionnées ne se valent pas, mais pour certains, c'est juste racheter une nouvelle carte, mais Mm, l'expérience reste la même, quoi. mhm. T'as pas des nouvelles mécaniques comme dans un jeu de société, les jeux de société, que ce soit Senseiya ou d'autres jeux de société à part entière, une extension généralement apporte au moins une nouvelle mécanique. Une extension de carte à collectionner, c'est rarement le cas. Il faut simplement continuer d'attirer le joueur. Donc, il y a ce biais-là, il y en a d'autres, mais effectivement, il y a le biais de la montée en puissance. Sur Senseiya, on n'a pas ce problème-là, puisque les gens qui vont aller sur les extensions, on sait qu'ils vont pas le faire pour avoir des cartes plus puissantes. Euh, parce que déjà, c'est un deck building. De toute façon, les cartes, tu les achètes pas pour toi, tous les joueurs en ont. Et puis, on sait que les gens achètent le jeu parce qu'ils aiment le jeu, donc ils ont envie de voir des nouvelles mécaniques, ils ont envie de l'enrichir. Il y a ceux qui sont fans de Senseiya déjà par principe et qui de toute façon attendent la suite sans même regarder ce qu'il y a dedans. Bon, heureusement, on sait le passer joueur, sinon il n'y aurait rien dans la boîte. Euh, mais non, la montée en puissance n'est pas un motif en soi, mais de toute façon, la série nous y invite. Mais c'est ça. On est dans un shonen, donc shonen, c'est dans le cahier des charges. Les héros sont de plus forts et affrontent des ennemis de plus en plus forts. Donc à partir de là, déjà sur le jeu de base, il y avait eu un énorme travail sur l'équilibrage des personnages entre eux par rapport à leurs forces. Comme je disais tout à l'heure, si je mets le Chevalier des Flammes, si je peux pas le mettre à 2 de force, sinon j'ai les trois quarts du deck qui sont à 2 de force. Mm, Voilà. C'est pareil, si j'ai le Chevalier de Flamme qui a 1 de force dans le jeu de base, je peux pas mettre Thanatos à 2 de force. mm. Voilà. Par nature, les cartes vont forcément être de plus en plus puissantes et avoir des coûts de plus en plus élevés. Donc sans doute que alors c'est pas encore défini, mais sans doute que les dieux et les juges auront des coûts en force de 2 chiffres. Et de toute façon, nos héros sont déjà plus forts par le biais des plateaux techniques, par le biais de leurs nouvelles évolutions en V2, en V3 et en V4. Mais du Donc coup, voilà, on n'a même pas besoin de se creuser la tête pour ça. ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, malgré tout, quand tu commences, enfin quand tu commences une partie, même si tu Ah mélanges oui, toutes les les cartes extensions, de base, tu parlais, oui, pardon. ouais, au niveau des cartes de base, tu Euh, commences quand même tout en bas de l'échelle. Et même si effectivement bah, tu as les nouveaux héros, les nouvelles armures, ça monte progressivement. Tu vas pas passer du héros directement à la V4, quoi. Tu vois ce que je veux dire? alors, c'est là tout l'intérêt. Et alors, de toute façon, dès le début, c'était prévu que, enfin, moi, quand Nicolas et quand Yoka m'ont présenté le projet Senseiya, d'office, c'était prévu qu'on aille jusqu'à Hades. Voilà. Donc, Oui. c'était d'autant plus important que chaque carte ait un effet. Tu prends Gigas, Mhm. pourri parmi les pourris. Hades, elle sera toujours aussi efficace, elle sera toujours aussi utile. Elle sera toujours aussi utile pour embêter les autres. Et si tu l'as en main, elle sera toujours aussi utile. Mm. Et vu qu'on est on est sur un jeu où on fait du level up tout le long, on commence avec des héros sans armure et on va passer. Avec Hades, on commencera toujours la partie avec les héros sans armure. Le but, ça va être de rendre ce leveling plus rapide pour pas que la partie dure 5 heures pour aller jusqu'à la V4. C'est ça. Donc il va falloir qu'on trouve des Des astuces pour astuces. accélérer ça, comme on l'a déjà fait avec l'armure, avec le plateau technique qui permet de faire son pouvoir d'armure avec un seul héros au lieu de deux en main, par exemple. Mm. Voilà. Il y aura des choses comme ça. Il y aura des cartes épopées déjà dans Poséidon qui vont permettre de monter plus vite. Voilà, il y aura des choses. Et là, alors sur Hades, c'est pas encore défini, mais on sait qu'il faut qu'on trouve d'autres trucs. Voilà. Et en face, sur le terrain, on aura également des cartes qui correspondent à ce niveau. C'est-à-dire qu'au début de la partie, si tu es vert, tu vas être bien content qu'il y ait des personnages bronzes qui sortent en face ou des personnages verts, parce Ouais. que tu peux battre que ça.
Mais effectivement, déjà avec Asgard, puis encore plus avec Poséidon, puis encore plus avec Hadès, le temps qu'on passe faible diminue. Mhm. Et en face, le deck de réserve, ce qu'on propose en réserve, Mhm. est de plus en plus fort aussi. C'est-à-dire, par exemple, dans Asgard, on rajoute pas de personnage bronze. On rajoute 5 gardes verts, et après, c'est que du or argent. Mhm. Donc, finalement, le niveau à réserve suit l'évolution des personnages, suit Ouais. entre guillemets, le temps qu'on passe sur un personnage. Donc sur Hades, on va encore rajouter du challenge, parce que bah, y a entre les chevaliers d'or renégats, les chevaliers d'argent qui reviennent, les dieux, les machins, ça va faire des cartes avec des coûts très élevés. Mais à côté de ça, on aura nos héros qui peuvent encore passer des caps. Donc finalement, les deux suivent l'évolution des héros et les ennemis qu'ils affrontent. Les Mhm. deux progressent en même temps. Ok, ok. Alors attends, je regarde, j'ai vu quelques petites questions. Il y a quelqu'un qui demande, qui pose des questions sur le succès du jeu à l'étranger. Euh, il me s- Bah, le jeu n'est sorti qu'en Italie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais vu une version italienne. Hein. Ouais, alors, faut savoir, alors, oui, je pense que tout le monde ne le sait pas, mais Senseiya est complètement inconnu. Vraiment toute la licence, hein, toute la licence est complètement inconnue pour la plupart des États-Unis, des pays anglo-saxons, l'Allemagne. En fait, tous les pays gros joueurs ne connaissent pas Senseiya parce qu'ils n'ont jamais eu la diffusion dans les années 80 ou alors des versions pires que nous, pire que ce qu'a fait Club Dorothée. Voilà. Ceux qui connaissent, ceux qui vraiment sont fans, et quand vous regardez, tous ceux qui sont fans de Senseiya, qui sont dans des groupes fans de Senseiya, choses comme ça, vous devez voir à chaque fois qu'il y a des trucs sympas, des beaux graffitis sur les murs, des voitures tunées, Senseiya, des trucs comme ça se passe toujours en Amérique latine ou dans les pays latins, donc après Espagne, choses comme ça. Enfin, choses comme ça, pardon, pays latins. Voilà. Sauf que ce sont des pays qui jouent très peu, ou en tout cas ce ne sont pas des gros marchés de jeux de société. Ouais. Et aujourd'hui, pour qu'un jeu s'exporte, il faut pouvoir euh, tabler sur un certain nombre de ventes. Euh, pour parler juste un peu chiffres, l'Italie, pour pouvoir le vendre, il me semble qu'ils ont dû faire le pari de vendre au moins 1000 boîtes. Finalement, comme en France, il a été en rupture, ils l'ont réimprimé, et voilà. Mm. Mais à la base, ils n'étaient pas sûrs, parce qu'un jeu, même 1000 boîtes en Italie, c'est un peu un pari. Sauf si tu signes un grand auteur ou tu es le plus grand éditeur italien. Et sinon, c'est un peu un pari. Voilà, donc il faut que la communauté suive. Et là, pour Asgard, ils ont fait un genre de Kickstarter. Alors, c'était pas un Kickstarter parce qu'ils n'avaient pas le droit, mais ils ont fait un système de précommande sur leur propre site en Ouais. disant, bah voilà, si on arrive à faire 200 précommandes, On sort le jeu, quoi. on le fait. Mm. Voilà, donc c'était le principe d'un Kickstarter, hein. Et donc ils les ont fait, il n'y a pas de problème. Et donc là, maintenant, ils sont en train bah, après, ça s'arrange entre Yoka, eux, les ayants droit, tout ça. Mais maintenant, ils sont prêts à le faire. Mm. Voilà, donc je pense qu'ils suivront avec Poséidon parce que je suis un peu ce qui se passe de leur côté. Et il y a une grosse demande comme nous. Je vois souvent des gens aussi côté italien demander où s'en est de Poséidon. Mm. Bon, là, la réponse est plus simple, j'attendais déjà Asgard, mais, mais ils sont tout aussi impatients qu'en France. Ouais. Voilà. Et voilà, et l'Espagne, c'est pas un gros marché non plus. Et l'Amérique latine, si on la prend dans sa globalité, sans doute qu'il y aurait moyen de vendre 1000 boîtes, mais ça ne marche pas comme ça. Souvent, un éditeur est implémenté dans un pays, Oui. implanté pardon, dans un pays. Donc c'est encore plus compliqué. C'est Voilà, compliqué, ouais. Mm. bah, s'il y a des éditeurs hispanophones qui nous regardent, n'hésitez pas, surtout, je suis sûr que vous en vendrez beaucoup. Mais c'est un pari qui s'est révélé gagnant en Italie, et je pense qu'il serait tout aussi gagnant dans d'autres pays, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fans qui, alors c'est c'est aussi bien que mal, mais il y a beaucoup de fans qui achètent le jeu juste parce que c'est la licence, quoi. Mm. Alors bien sûr, ça fait des heureux, je veux pas m'en plaindre, l'éditeur va pas s'en plaindre non plus. Et enfin, on fait le jeu pour ce qu'il y a dedans, pas pour la boîte. Donc, C'est sûr. je C'est préférais sûr. qu'ils l'achètent pour y jouer, mais si au moins ça pouvait permettre au jeu de toucher un nouveau public, c'est sûr que ça serait bien. Et puis c'est frustrant de passer autant de temps sur un jeu et de pas le voir sortir de l'hexagone. Oui. Puis derrière, tu vas avoir des petits party games, des jeux comme ça qui sont nés d'une idée sur un coin de table, 5 minutes, et qui traversent, et qui sortent dans des dizaines de pays. Mais bon, ça répond à une demande, quoi. Ouais. C'est ça. Ah, comme quoi vive le club Dorothée, hein, malgré tout. Et ouais, sans Club Dorothée, on serait pas là, sans doute. On serait pas C'est là ce soir. clairement pas. Clairement pas. Après, c'est vrai que aux États-Unis, ils l'ont, enfin, ça a été diffusé vachement tard.
Vraiment très très très. Oui, je pense que ça correspondait plus. Ça a été diffusé, mais nous à l'époque TF1, on avait 6 chaînes quoi, Mm, et tout le monde regardait TF1. Tous les enfants de notre génération connaissent le Club Dorothée et sont tombés sur un épisode Senseiya. Quand c'est sorti aux États-Unis, ils avaient déjà 80 chaînes. En plus, ça se trouve c'était sur une chaîne payante, c'était noyé. En plus, ça avait 20 ans de retard, donc les enfants, enfin, j'imagine que le public n'a pas accroché autant que nous à l'époque. ouais, Euh, ouais, c'est sûr. voilà, bah, donc non, Mais c'est méconnu. Et puis après, Netflix a remis un peu la licence sur le devant de la scène, mais je peux pas dire que ça ait vraiment aidé. c'était pas très heureux. Mais bon. Alors attends, je vais regarder. J'ai vu, il me semble, encore une autre petite question. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu penses à faire des adaptations, éventuellement des OAV, ou d'intégrer des mini-extensions avec les personnages des films ou ce genre de choses? Alors ça dépend entièrement du Yoka. Pour en avoir un peu discuté avec eux, ils n'étaient pas hostiles à l'idée. Mais bon, je sais qu'ils s'arrachent déjà un peu les cheveux pour faire valider Poséidon, comme ils se sont arrachés les cheveux pour le jeu de base pour Asgard, et comme ils s'en arracheront sans doute plus beaucoup de cheveux chez Yoka. Euh, Comme ils ont, voilà, pour Hades, ce sera la même sans doute. Donc je pense que ça calme un peu leurs ardeurs, Hmm. mais ça reste envisageable. Mais pour l'instant, y a rien de décidé, rien de fait. On a plus de chances déjà à mon avis, enfin de ce que j'en comprends, hein, je suis pas non plus un interne de chez Yoka, de ce que j'en comprends, on a plus de chances d'abord de faire le solo de coop sanctuaire que de sortir des mini-extensions des OAV. Hmm. Ok, ok. Alors David Nam demande est-ce que la Big Box est toujours prévue? Ah, il l'a pas oublié. Euh, je ne suis pas censé en parler parce que c'est encore trop loin. Ah, ça répond Voilà, quand même un petit peu à la question, hein. donc elle est toujours prévue. C'est pareil, on voudrait, mais si vous voulez, il faut bien comprendre que Yoka ne fait pas que Senseiya. Eh oui. Yoka, c'est une petite structure, même s'ils dépendent de Tsume, qui est quand même une plus grosse structure, mais Yoka, c'est deux trois personnes. Hmm. Ils ont d'autres projets, ils font pas que des jeux licences, et même dans les jeux licences, ils font pas que Senseiya. Donc voilà, c'est l'évolution de Senseiya est entrecoupée des autres projets et entrecoupée de la validation des ayants droit. Ouais, Et voilà. Et à chaque ça fait fois, beaucoup. bah, c'est à s'arracher les cheveux un petit peu, voilà. Ou c'est, si vous voulez, Yoka passe du temps à développer. Enfin, moi aussi, mais bon, Yoka, eux, c'est leur activité, donc c'est leur source de revenus. Ils passent du temps à développer des jeux Senseiya et derrière à ne pas pouvoir les commercialiser dans la foulée. Pour eux, c'est pas rentable. Enfin, Hmm. c'est c'est étalé sur le temps, mais surtout en ces périodes, on aimerait sortir les jeux encore plus Oui. maintenant qu'avant. Hmm. Donc voilà, c'est pas la priorité du Yoka, enfin c'est pas l'objectif du Yoka de faire que du Senseiya. Donc Hmm. déjà quand ils seront arrivés au bout d'Hadès, je pense que Ça va se calmer un peu. se battre pour faire valider un Hmm. plateau pop et un booster de 10 cartes d'un OAV, Hmm. ça sera pas ça sera pas le plus rentable pour eux, Ouais, ni financièrement, ni psychologiquement. je comprends. Je comprends, je comprends. Voilà. Mais enfin, l'envie est là, hein. De leur part, il faut comprendre que eux aussi sont des fans d'animé, de shonen, de jeux. Eux aussi ont envie de vous faire plaisir et eux-mêmes se font plaisir en sortant ces jeux. C'est un investissement qui est encore plus compliqué Hmm. pour NCA et pour les jeux à licence en général que pour les jeux pas à licence. Ouais, c'est sûr. Ok. Bah, je sais pas si tu voulais rajouter encore des choses à propos de Hades. Non, je pense, voilà, vraiment là, je pense que je vous en ai dit tout ce que je pouvais sans prendre trop de risque de me faire mentir plus tard. Hmm. Ouais, alors attends, j'ai vu une autre question. Vous avez besoin de l'accord des ayants droit pour chaque extension, pour le solo, le coop, du sanctuaire, etc. Pour chaque image et Ouais, pour chaque mot. j'imagine bien. C'est un- c'est ce qui est compliqué, hein, de toute façon, franchement, forcément, quand tu fais du jeu à licence. Alors, ce qui est bien, c'est que bah, tu vas toucher, tu sais que tu as une cible, tu sais que tu as déjà un public.
Mais derrière ça, tu as des contraintes que tu n'aurais pas si tu n'étais pas justement soumis à cette licence et C'est clair. si c'était toi qui détenais les droits de ce que tu crées, quoi. C'est clair. C'est vrai que moi, de mon point de vue, c'est source d'inspiration, donc c'est bien. Ouais, je regarde un épisode, je me dis, ah ouais, tiens, ça, dans le jeu, ça pourrait faire tel effet super bien. Mm. Mais d'un point de vue éditorial, c'est que des contraintes. Des Ouais. contraintes. Si ce n'est qu'après, derrière, bah, bien sûr, ça permet de toucher un public plus large parce que la licence est déjà connue. Mais ça, après, c'est du point de vue commercial. Mais d'un point de vue vraiment éditorial, c'est que des contraintes. Mm. Et des contraintes assez fortes, visiblement. Ouais. Après, ça dépend. Chaque ayant droit peut être plus ou moins pointilleux. Je sais qu'Yoka a fait. Alors, je sais plus c'est quel jeu, mais pour l'anecdote, il m'avait raconté qu'il y avait des jeux où la validation s'était faite. Enfin, il se demandait même s'ils avaient regardé le jeu, tellement c'était allé vite, quoi. Mm. Bon, après, je sais plus c'était lequel, c'était Terraform Mars ou One Punch Man, ou voilà. Après, euh, Yoka n'est pas une grosse structure, donc voilà, peut-être que les ayants droit ont besoin de se rassurer en regardant tout. Bon, quand on regarde la qualité de leurs adaptations de leurs jeux à licence, tous leurs jeux à licence ont toujours été parfaitement fidèles aux séries qu'elles reprenaient. Enfin, un ayant droit aujourd'hui, il reçoit une demande de Yoka, ça sert à rien de s'attarder, quoi. Mais bon, après, on peut pas, c'est leur rôle, c'est leur droit, on peut pas les empêcher d'avoir ce droit de regard sur tout ce qu'on fait. Mm. Alors juste, je vois une question de Shinjo. Kuramada n'intervient pas? Non, parce qu'en fait, enfin, il me semble pas, hein. Déjà, je pense qu'il a autre chose à faire, parce que des produits dérivés sur sa licence, on arrive pour tout, hein. J'imagine qu'au Japon, ils doivent même avoir du papier toilette Senseiya. Donc voilà, un jeu qui sort à l'autre bout du monde, voilà. Et puis, alors je suis pas un expert du domaine, mais je pense que c'est la Toei qui détient les droits et donc qui a le pouvoir et non pas Kuramada. Mm. Je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Bah on va peut-être conclure là-dessus. Après, je sais pas si t'as envie éventuellement de parler de d'autres projets sur lesquels tu travailles, des protos peut-être, quelque chose. Moi, je me souviens quand on s'est rencontrés à Cannes, tu m'avais parlé d'un gros jeu de cartes à collectionner basé sur Ouais. inspiré de F0. Quand tu m'as parlé Alors de ça, j'avais eu ça des c'est petites mon étoiles dans Arlésienne à les moi, yeux, ça. Ça mais je c'est sais mon pas. Arlésienne à moi. Hein? Peut-être que je devrais le mettre sur tabletop, tiens, finalement, après coup, ce truc-là. Ça, ça c'est mon rêve de gosse. Si un jour je le sors, je pourrais mourir heureux. C'était un de mes premiers projets, mais j'ai bossé dessus pendant peut-être 10 ans. Allez, j'ai pas fait que ça, bien sûr, hein, j'ai toujours eu un métier à côté, et puis j'ai bossé sur d'autres jeux aussi. Mais pendant 10 ans, je revenais dessus, je refaisais des tests, je changeais des trucs. À un moment, Yoka était intéressé également pour le faire. Mais de toute façon, leur avis final, qui était le même pour les autres éditeurs que j'ai pu démarcher, c'est que tant que Nintendo ne ressuscite pas la licence, elle n'est pas porteuse, donc ça sert à rien C'est pas faux. d'investir un jeu dessus. Ce que je comprends, mais bon, voilà. Mais ouais, c'est vraiment un rêve de gosse, non, parce que j'ai commencé à bosser dessus, j'avais plus de 20 ans, mais euh, c'est vraiment un kiff, parce que vraiment, de base, je m'étais imposé un cahier des charges, c'est-à-dire je suis pas allé dans tous les sens en me disant, tiens, dans F0, il y a ça, donc je vais mettre ça. C'était vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer un peu la donne de tous les jeux de cartes à collectionner qui existent déjà, et après, qu'est-ce que F0 peut m'apporter? Et du coup, le proto existe toujours, j'ai intégré des mécaniques qui font, par exemple, que tu peux jouer de 2 à 10 ou 12 ou autant que tu veux, sans que ça change un point de règle. Tu avais un système avec plusieurs pioches, des cartes qui n'ont pas de coups, euh, un jeu où en fait t'avais un genre de mini plateau avec des grilles de position, parce que dans F0 tu fais des courses à 30 pilotes, et en fait, avais un petit plateau qui symbolisait ces 30 places, et tu voyais ta progression. C'est-à-dire qu'en fait, tu voyais pas ta progression sur les tours de piste, Mm. c'est ta progression dans le classement. Après, un tour de piste, c'était un tour de jeu. Voilà, t'avais plein d'idées. Alors peut-être que si tu m'en mettais maintenant, il y a eu tellement de nouveaux jeux de cartes, soit collectionnés, soit évolutifs, qui sont sortis, que peut-être que finalement il n'y aurait plus rien de vraiment innovant dans mon proto. Mais j'ai passé tellement de temps, je suis tellement investi, j'avais déjà anticipé, enfin j'avais déjà prévu que l'intérêt qu'il pouvait avoir à être joué en tournoi, même en streaming, en machin. Enfin, mais bon,
j'ai eu des éditeurs intéressés, mais je pense que eux comme moi, on avait sous-estimé l'importance d'un tel projet. Ouais. Et il faudrait l'appui d'un éditeur plus important, quoi. Mm. C'est un JCC, surtout français, est difficile de percer sans avoir beaucoup de marketing, puis même une équipe de développement derrière. Je suis pas sûr que moi tout seul en faisant ça à côté de mon boulot, qui est déjà assez prenant, plus vie de famille, tout ça, je pourrais suivre tout seul, de sortir des extensions régulièrement, des playtests, des machins. Voilà. Ouais, Et mais ça serait un gros kiff. ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être que tu vas devenir millionnaire grâce à Senseiya, et qu'après ça va devenir ton métier, tu vas auto-éditer ton jeu F0, et voilà. En tout cas, si je gagne au loto, je trouve quelqu'un qui pourrait l'éditer mieux que moi à ma place et je le paierai pour qu'il le fasse, même si ça me rapporte pas un centime. Même si j'y perds plus que j'y gagne. Bon bah très bien. Bah écoute, je sais pas si je regarde vite fait si on a des questions sur le chat. Je sais pas si tu voulais peut-être rajouter quelque chose, un dernier mot éventuellement. Euh, non, n'hésitez pas. Enfin, j'ai pas d'autres protos dont je veux spécialement parler, puisque ça n'a pas de sens donc ça n'intéresse pas l'éditeur en fait. Vous ne le verrez Oui. jamais, donc à quoi bon vous en parler. Mm. Mais enfin, en tout cas, si ça vous intéresse de voir les autres créations, bah, revenez sur mon Discord tout simplement. Là, on peut discuter enfin, je parle de tous mes projets. Puis même si vous voulez juste parler d'autre chose, vous parlez de Senseiya. Il y a plein de fans, des passionnés qui présentent également leurs extensions faites maison de Senseiya. Il y a déjà une extension Poséidon qui traîne depuis plusieurs mois d'un fan québécois qui est peut-être là. Il y a des extensions déjà pour les OAV de Senseiya. Voilà. Et c'est vraiment, il y a même un autre développeur fou qui nous a créé un bot qui qui vous fait une FAQ en live sur les cartes de Senseiya. Tu tapes le numéro d'une carte et ça te sort la FAQ en live. Ah sympa. Voilà, d'ailleurs, je vais demander si on pourrait faire la même chose pour Death Note après. Mais donc, déjà, il a déjà fait le jeu de base et Asgard, donc après, il y aura Poséidon sans doute. Non, vraiment, c'est voilà, c'est une communauté vraiment très sympa qui suit Senseiya et plus globalement mes autres projets, même si effectivement, c'est quand même Senseiya qui canalise le maximum de monde. Mm. Puis, et voilà, bah, je vous remercie de l'intérêt, parce que jouer à Senseiya, aimer Senseiya, c'est déjà très bien. Enfin, de mon point de vue, c'est très sympa. Que vous veniez suivre là en plus la vidéo, c'est que vous avez vraiment un grand intérêt sur le jeu, que vous voulez être partie prenante du truc, que vous posez des questions. Moi, ça me fait plaisir, ça montre qu'on s'intéresse à ce que je fais. Donc, même pendant le confinement, même quand on développe tout seul des jeux dans son coin, ben, on n'est jamais tout seul, quoi. Et surtout pour moi, bon, je pense tous les auteurs qui n'ont pas ça pour en vivre, et vraiment par passion. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est la passion parce que j'en vis pas et je ne cherche pas à en vivre. Je me dis pas, ouais, je me dis pas si Senseiya sort en Amérique latine, je plaque mon boulot et je deviens auteur à temps plein. Mm. Non, c'est vraiment, je veux rester dans cette bulle passion et prendre le temps de faire les choses. Voilà. Je vous dis, moi, quand ça, alors bien sûr, bah, plus il se vend, plus je suis content. Mais je veux garder cette liberté de passer le temps qu'il faut sur un jeu, de pas avoir de contraintes, de deadline, de, de, de faire les choses comme j'entends, même si derrière l'éditeur peut toujours dire, bah non, ça c'est pas comme ça c'est voilà. Mais faire des jeux dont je serais fier, des jeux qui me plaisent, c'est-à-dire que oui, Senseiya, oui, Death Note ne se maîtrise pas au premier coup. Donc c'est-à-dire qu'à la première partie, tu te rends pas forcément compte de la profondeur. Alors peut-être qu'un joueur sur deux, un joueur sur quatre, un joueur sur dix, je sais pas, va passer directement à autre chose et peut-être même qu'il mettra un petit commentaire désagréable du genre bah c'est nul, il se passe rien. Mais au moins, quand des gens comme vous venez voir le jeu, venez voir et parler des combos et parler bah, de la pertinence d'une carte, de l'intérêt d'un jeu, de l'expérience, de la sensation que vous avez eue sur une partie, et ben ouais, bah c'est exactement ce que je recherche. Donc venez pas me le dire juste pour me faire plaisir, mais quand c'est quand c'est vrai, quand c'est du vrai ressenti, ben c'est ce que, alors ça fait un peu cliché, mais c'est un peu la plus belle récompense, quoi. Enfin, c'est peut-être pas celle qui me fera manger, mais c'est celle dont je serai le plus fier toute ma vie, quoi. Mm. Voilà.
Bon bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci à toi en tout cas, encore une fois, d'avoir pensé à nous pour nous présenter, pour faire le point un petit peu sur cet projet. Et puis bah, merci à vous tous qui nous avez suivis pendant bah, presque 2 heures, dis donc, hein, le temps passe vite, mine de rien. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une rediff déjà sur la page Facebook. Et puis aussi sur la chaîne YouTube un petit peu plus tard. Donc voilà, vous aurez l'occasion de revoir la vidéo en intégralité si jamais vous êtes arrivé en cours de soirée. Merci encore à toi Maxime, merci à vous Merci à toi, tous. Sylvain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis bah, à très bientôt. Et puis bah, pareil Maxime, si tu as envie un jour quand tu auras d'autres projets qui seront peut-être un petit peu plus avancés, si tu veux me faire un petit coucou, faut pas hésiter, hein. Ouais, bah, ce que j'aimerais bien, dès que c'est possible, dès que les ayants droit ont validé Death Note, parce que ça se prêtera plus pour Death Note que pour Senseiya, faire une partie streamer en live, une partie de Death Note. Mm. Voilà, ça, je pense qu'on pourra le faire. Enfin, de ce que j'ai compris, pareil, alors faut que je parle sous couvert que Yoka, d'avoir bien compris les intentions de Yoka. Voilà, du moment, je pense qu'on pourra streamer une partie live à partir du moment où ce sera validé, ce qui veut dire qu'on pourra vous montrer le jeu avant qu'il arrive physiquement dans les boutiques. Ouais, ok, bah parfait. Bon bah écoutez, merci encore. Et puis bah passez une très bonne soirée, passe une bonne soirée toi aussi Maxime. Et puis bah à très bientôt. Merci, hein, bah, bonne soirée à toi aussi, à tout le monde. À Ciao la prochaine. ciao.